Bonjour et bienvenue au 6e épisode de la série des webinaires Télétravail, pourquoi et comment. Le but d'aujourd'hui est de connaître les principaux aspects juridiques à prendre en compte par les entreprises lors de la mise en place du travail à distance. Et c'est aujourd'hui Diego Segantini qui va partagera son know-how avec nous. Diego Segantini est juriste au service juridique de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie. Et les aspects pratiques RH du télétravail en entreprise seront partagés par Karine Lemle, chef du personnel auprès de Tretopac. Alors, nous sommes dans le cadre d'un webinaire, c'est-à-dire les participantes et participants n'ont pas de microphone ni de vidéo. On ne vous voit pas, on ne vous écoute pas. Par contre, vous avez bien la possibilité de communiquer avec nous. Et vous avez deux possibilités. Soit utiliser la main, vous levez la main, trouvez l'icône en bas de votre écran. On vous donnera la parole, ou bien vous pouvez utiliser la fonction du chat et parler avec nous par biais du chat. Juste pour tester que tout fonctionne bien, je vous invite à faire un petit exercice avec nous, c'est-à-dire d'insérer dans le chat le code postal de votre organisation. Comme ça nous permet de bien voir si le chat marche, si ça marche chez nous et chez vous aussi. Je vois que ça marche bien. Merci beaucoup d'avoir participé à ce petit exercice. Ce travail est l'avant-dernier épisode d'une série qui a commencé déjà en juin. Et si vous n'avez pas pu participer aux autres webinaires, je vous invite à vous rendre sur notre site. Là, pour chaque épisode, vous avez l'enregistrement complet, la présentation, et aussi pour tous qui ne veulent pas passer tout ce temps devant l'écran, nous avons aussi 3 messages clés assez courtes, ainsi qu'une vidéo de maximum 7 à 9 minutes à disposition qui résume un peu le webinaire. Pourquoi cette série de webinaires? C'est vrai que la mission de la Fondation Promotion Santé Suisse, c'est d'initier, de coordonner et d'évaluer des mesures destinées à promouvoir la santé et à prévenir les maladies au niveau national. Dans ce cadre, Promotion Santé Suisse met à disposition différents outils pour la gestion de la santé en entreprise, qui permet aux entreprises de renforcer la santé de leurs collaboratrices et collaborateurs. La plupart de ces outils est gratuit. Un exemple d'outil est le check GSE, que vous trouvez sur notre site internet aussi. Et c'est un outil qui est pensé pour les responsables RH et les cadres pour faire un premier état des lieux de la gestion de la santé en entreprise, ou disons de la santé en entreprise. Il faut plus ou moins une dizaine de minutes pour remplir le questionnaire, et puis le résultat sera sous une forme d'un diagramme en toile d'araignée qui représente, selon les 10 dimensions que vous voyez ici sur le slide, l'état actuel et l'importance objective ressentie par la personne qui a rempli le questionnaire. C'est un peu naturellement une seule personne qui va remplir le questionnaire, donc c'est assez subjectif le résultat, mais ça donne quand même une première aperçu de la situation dans votre entreprise. Avant de passer la parole à Diego, j'étais trop vite, j'aimerais justement pour mieux cibler les outils à vos besoins, j'aimerais vous poser 3 questions. Quelle est la grandeur de votre entreprise? Vous avez plusieurs réponses que vous pouvez choisir. Dans quel secteur travaillez-vous? Si jamais une de ces réponses n'est pas affichée, vous pouvez bien sûr utiliser le chat. Et dernière question, combien de temps travaillez-vous en moyenne depuis la maison? Je vois que les réponses arrivent assez vite. Je vous remercie d'avoir répondu à ce questionnaire. Et je pense qu'on peut le clore.
Et je passe maintenant volontiers la parole à Diego, qui va partager son savoir-faire, aussi son travail au quotidien avec nous. À toi, Diego. Merci. Voilà, vous m'entendez? Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Je me présente en quelques mots, même si j'ai vu dans la liste des participants que je connais certains parmi vous, donc avec certains on se connaît déjà. Je m'appelle Diego Segantini, donc je travaille à la Chambre de commerce à Lausanne comme juriste au service juridique. Voilà, la présentation est faite. Je vais essayer d'être bref, comme les juristes savent faire. Je vais parler environ une vingtaine de minutes sur les aspects juridiques du télétravail. L'idée, ce n'est pas de faire un tour d'horizon parce que ce n'est pas possible en 20 minutes, mais c'est de vous présenter quelques enjeux et des pistes qui pourraient vous être utiles pour éventuellement, si ce n'est pas déjà fait, mettre en place ou cadrer la pratique du télétravail dans l'entreprise. Alors, j'évoque des aspects juridiques du télétravail, mais peut-être d'emblée, que dit la loi sur le télétravail? La réponse est rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, les législateurs n'ont pas envisagé dans la loi quelque chose de spécifique pour le télétravail, en tout cas à ce jour. Donc, tout ce que je vais dire, tout ce qui existe par rapport au télétravail, il est le fruit de réflexions tirées des principes généraux, soit du Code des obligations, soit de loi sur le travail et ses ordonnances d'application. Déjà, la définition de télétravail n'existe pas, mais bon, on s'entend assez facilement sur ce que c'est. C'est le travail à distance. En gros, c'est le travail à l'extérieur de l'entreprise effectué parfois à son domicile ou alors dans un autre espace, style espace de coworking. Le fait qu'il n'y a pas de règles spécifiques, nous le verrons, laisse quelques questions un peu dans une zone grise. On verra notamment pour ce qui concerne les frais professionnels. On a vu pendant ces mois que le télétravail peut être le fruit de plusieurs décisions. Donc, la situation qui est encore majoritaire, j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est l'entreprise qui souhaite proposer aux employés le télétravail pour quelques jours par semaine ou par mois, dans le but que les employés puissent avoir un meilleur niveau de conciliation vie privée vie professionnelle. Ça, c'est l'idée encore majoritaire aujourd'hui. Mais on a déjà vu, en tout cas, qu'il y a des entreprises qui envisagent peut-être par la suite de renoncer au bureau physique. C'est quelque chose qui... Je suis désolé, il y a les slides qui défilent. Voilà, c'est bon, on est au bon endroit. Il se pourrait que certaines entreprises renoncent au bureau physique, donc mettent en place le télétravail d'une manière plus systématique pour elles. Et il y a, en tout cas dans le canton de Vaud aujourd'hui, une troisième situation qui est celle du télétravail imposé par l'autorité. Dans toutes ces circonstances, les règles peuvent varier un petit peu, mais disons qu'en général, ce qu'on recommande aujourd'hui, c'est de cadrer cette pratique. Donc, soit par le biais d'une directive ou quelque chose qui est directement dans le règlement d'entreprise, ou alors une convention. La convention sera souvent opportune dans les cas qui sont encore majoritaires de télétravail facultatif et à disposition comme choix de l'employé. Voilà, donc tout ce qu'on va dire et qui suit peut être pris tant dans des directives que dans des conventions. Si vous rédigez une convention, je dis d'emblée, ce serait bien de prévoir des délais de résiliation de cette convention, puisque la pratique du télétravail peut engendrer un changement du lieu de travail. Du coup, ça me paraît délicat si l'employeur veut renoncer
au télétravail du jour au lendemain, de le faire, d'où l'intérêt de prévoir un délai de résiliation qui pourrait se calquer sur le délai de résiliation légal du contrat de travail, donc minimum 1 mois. Où est-ce que le télétravail s'effectue? Ça, c'est une question de choix de l'employeur principalement. Certains employeurs pourraient être réticents à permettre le télétravail n'importe où. D'autres, par exemple, interdire le télétravail dans des transports publics ou dans des espaces de coworking pour des raisons de confidentialité. D'autres employeurs sont beaucoup plus larges et pourraient permettre le télétravail aussi dans ces espaces. C'est un choix. L'idée, c'est que si vous souhaitez limiter les endroits de télétravail, ce serait bien de le prévoir. Et puis, pour combien de temps? Là aussi, il n'y a pas de limite dans la loi. Ce qui est à retenir, c'est cette question des frontaliers européens, puisque j'imagine qu'une partie d'entre vous ont déjà entendu qu'un travailleur frontalier européen qui travaille en Suisse, mais qui travaille aussi de l'autre côté de la frontière, pourrait se retrouver assujetti au régime de sécurité sociale du pays où il réside, s'il y exerce dans ce pays une partie substantielle de ses activités salariées. La partie substantielle est atteinte à 25%. Donc, en gros, en d'autres termes, pour un employé qui serait employé à 100% dans une entreprise en Suisse et qui serait frontalier, dépasser un jour de travail par semaine de télétravail pourrait engendrer un assujettissement dans les pays de résidence. C'est une question qu'il faut avoir à l'esprit. Donc, pour les frontaliers, il faudrait essayer de limiter le télétravail tout de même à quelque chose qui n'arrive pas à 25%. Par rapport à ça, je précise juste que vous avez, j'imagine aussi, déjà lu et entendu, ces régimes-là, il est assoupli aujourd'hui en temps Covid, disons. En tout cas, à ce jour, jusqu'à la fin de l'année, au moins, les frontaliers peuvent effectuer 5 jours de télétravail de l'autre côté de la frontière sans les risques de se retrouver assujettis au régime de sécurité sociale de leur pays de résidence. Voilà, je passe au prochain point. Le prochain point concerne les horaires de travail. Là aussi, il y a une possibilité assez large pour l'employeur d'aménager les horaires de travail, évidemment toujours dans les limites de la loi sur le travail qui est pleinement applicable même en télétravail. C'est même très important, surtout dans les situations où l'employeur souhaite laisser une certaine marge de manœuvre à l'employé qui se trouve en télétravail, de préciser les limites imposées par la loi par rapport à la durée de la journée du travail ou la durée du repos entre 2 journées de travail. Si ce n'est pas déjà fait dans le règlement d'entreprise, il sera bien de le préciser lorsque le télétravail est mis en place. Choisir les horaires de travail, c'est un choix d'opportunité. Il y a des employeurs qui préfèrent avoir des employés atteignables entre 8h et 17h, d'autres leur laissent plus de marge de manœuvre. Ça, c'est aussi possible. La même chose vaut pour les tâches. Les tâches que l'employeur accomplit en télétravail, c'est un choix d'opportunité. Certains employeurs pourraient trouver opportun que certains employés n'exécutent pas certaines tâches en télétravail. Donc, si c'est le cas, il faudrait le préciser quelque part dans votre directive ou dans votre convention. J'en viens maintenant aux questions qui sont les plus délicates, qui concernent les outils et les frais professionnels. Alors, ce qu'on va dire, c'est le fruit de longues réflexions qu'on a menées entre nous à la CDCI, mais aussi avec d'autres juristes. Nous avons lu plein de documentation, même de doctrines sur la question. Et puis, disons qu'à chaque juriste que vous entendrez parler, vous aurez un avis différent. C'est pas qu'on est dérangé, mais disons que la loi, elle ne nous aide pas forcément. Il existe quand même 2 dispositions dans le Code des obligations, l'une qui concerne les outils et l'autre les frais, qui ne sont pas déjà forcément coordonnées entre elles
et en plus, il ne vise pas clairement pas la situation du télétravail. Donc, pour ce qui concerne les outils, il nous paraît en tout cas qu'il y a un peu plus de marge d'appréciation. Je vous indique juste ce que prévoit la loi. La loi prévoit que c'est l'employeur qui fournit les outils de travail. Ça, c'est le principe. La loi prévoit également que les employés peuvent mettre eux-mêmes les outils de travail, mais que dans ce cas, l'employeur doit défrayer convenablement l'employé. Ça, c'est la base. Mais la loi prévoit également que l'employé et l'employeur peuvent s'accorder sur des solutions différentes. Donc, ils pourraient également s'accorder sur le fait que c'est l'employé qui fournit ses propres outils à ses frais. Ça, c'est évidemment possible, il nous semble, uniquement dans la situation où le télétravail résulte d'une convention, d'une demande de l'employé. Si le télétravail est imposé, ça paraît quand même légèrement décalé avec la pratique de dire à l'employé de s'acheter lui-même le matériel, puisque dans les faits, à l'entreprise, ça ne se passe pas comme ça. Quand on arrive dans un bureau, le bureau est aménagé et il y a un ordinateur. Donc, on ne voit pas pourquoi. Mais la loi, en tout cas, semble laisser une marge d'appréciation, mais il faut que ça résulte d'un accord entre l'employé et l'employeur. Ça, c'est pour ce qui concerne les outils. Donc, on pense notamment aux outils informatiques qui sont nécessaires au télétravail. Concernant les frais, la question paraît claire dans la loi. La loi contient une disposition impérative qui oblige l'employeur à rembourser tous les frais imposés par l'exécution du travail, et cette disposition n'est pas dérogeable. Donc, un accord entre employé et employeur qui prévoirait que les employés supportent des frais professionnels nécessaires est nul. Du coup, on se pose la question du défraiement des frais liés au télétravail. Et là, après longue réflexion, selon nous, le critère qui est déterminant, c'est la question de savoir si les travailleurs disposent d'une place de travail en entreprise ou pas. Je vais peut-être partir du deuxième point. Si les travailleurs disposent d'une place de travail en entreprise, la question de la nécessité est remise en question par certains auteurs, parce que ces auteurs estiment que les frais que l'employé engagerait dans le cadre d'un télétravail convenu, donc sur demande de l'employé et accordé par l'employeur, ce ne sont pas des frais nécessaires. Donc l'employé n'engage pas des frais nécessaires en faisant du télétravail, il engage des frais qui ne sont pas nécessaires, donc l'employeur pourrait tout à fait renoncer à les prendre en charge. Ça, c'est un point de vue qui est défendable. Il y a un autre point de vue qui est également défendable, de dire que finalement, à partir du moment où l'employeur accepte que l'employé fasse du télétravail, les frais qui sont engagés après coup deviennent nécessaires. Bon, quoi qu'il en soit, en principe, quand on parle de frais, on parle de surcoût. Donc, le surcoût pourrait devoir être pris en charge, et dans tous les cas, l'employé doit justifier des frais avec des justificatifs pour prétendre à un remboursement. Concernant ce justificatif, on pourrait même penser plus simple d'octroyer un forfait aux employés en fonction des circonstances. Je ne sais pas, je prends un montant au hasard, 50 ou 100 francs par mois à titre de frais liés au télétravail, mais sachez juste que si vous choisissez ce montant forfaitaire, l'autorité fiscale n'aime pas les forfaits. J'ai discuté avec quelqu'un récemment de l'administration cantonale des impôts, et il m'a dit que pour eux, si ces frais ne correspondent pas à quelque chose de réellement, à des frais réels, en gros, je prends l'exemple, si quelqu'un a un abonnement chez lui d'Internet illimité, un abonnement téléphonique avec des forfaits illimités, il paie un loyer fixe, l'administration cantonale des impôts s'est dit, mais l'employé n'engage pas de frais supplémentaires parce que ces frais fixes, ils ne sont pas à majorer.
Du coup, il va partir de l'idée que ces frais, c'est un revenu, et donc les traitera comme tel. Et la même question peut se poser vis-à-vis des caisses AVS, qui pourraient traiter ces montants comme du salaire AVS, tout simplement. Il faut juste avoir ça à l'esprit si on envisage de recourir au forfait. Donc, discuter peut-être soit avec l'administration cantonale et avec la caisse AVS pour voir s'ils sont prêts à entrer en matière pour des frais forfaitaires. Donc ça concerne la situation qui nous paraît encore majoritaire aujourd'hui du travailleur qui travaille de temps en temps chez lui et qui dispose d'une place de travail en entreprise. Il y a aussi des situations qui existent où la place de travail en entreprise n'existe pas. Alors, dans ce cas, la loi nous paraît donc très claire sur le point que tous les surcoûts doivent être remboursés parce qu'elle alors elle est clairement dans un cas de frais nécessaires et imposés par l'exécution du travail. Par contre, certains auteurs, et ça me paraît aussi justifié, d'autant plus qu'il y avait aussi un arrêt du tribunal fédéral sur ce point, estime que dans ces circonstances, notamment parce que l'employeur fait des économies de mètres carrés, en gros, pas clair, l'employeur pourrait se retrouver à devoir payer un dédommagement à l'employé pour la mise à disposition de ses locaux, par exemple. C'est arrivé l'année passée, un fiduciaire a été condamné à verser la somme de 150 francs par mois à un travailleur qui n'avait pas de place de travail en entreprise, cela à titre d'utilisation professionnelle d'une pièce de son logement privé. Ça, c'est un arrêt qui tranche un cas d'espèce, donc ce n'est pas une règle générale, mais ça me paraît tout à fait défendable de dire si l'employeur envisage un mode de fonctionner qui ne prévoit pas de bureau, il pourrait mettre un petit montant, enfin montant en tout cas, pour dédommager l'employé qui mettrait à disposition ses propres locaux, et cela même si l'employé n'a pas de surcoût de ce fait, parce que le loyer qu'on paye reste le même qu'on fasse du télétravail ou pas. Voilà, je n'ai malheureusement pas le temps de m'étaler plus sur ces questions. Je sais que ça suscite plusieurs questions, interrogations. Je vais juste rapidement encore aborder deux petites questions. Enfin, elles ne sont pas petites, mais je les traiterai rapidement. Si vous envisagez le travail à distance, il pourrait se poser des questions liées à la confidentialité de certaines informations, notamment liées aussi à la sécurité informatique. Si vous souhaitez que les employés ne sortent pas des murs de l'entreprise certains dossiers, par exemple, il faut le dire. Il faut désigner idéalement ce que l'employé peut sortir ou pas, et aussi par rapport à la confidentialité de la sécurité informatique. Il sera bien de prévoir quelque chose, idéalement dans une optique pratique, c'est fournir vous-même des outils préconfigurés qui seraient sécurisés. Et puis concernant les questions de protection de la santé, le télétravail ne dispense pas à l'employeur de son devoir de protéger la santé des travailleurs et du coup de son devoir de donner des directives en la matière. On a déjà abordé la question des directives, en tout cas informations par rapport à la durée du travail et du repos. Ça, c'est important. Vous pouvez également donner des directives ou des informations en matière d'ergonomie parce que si on passe beaucoup de temps à la maison, on pourrait se retrouver avec des soucis de santé découlant de mauvaises postures ou autres. Il y a à cet effet une publication que j'ai mise dans la slide, c'est la deuxième puce du dernier point, qui donne des indications à ce sujet. Et puis, j'ai mis une dernière ligne sur la possibilité pour l'employeur de vérifier l'espace de télétravail. Ça, c'est quelque chose, c'est une question qui se pose, qui est intéressante pour un juriste. Dans la pratique, je vous laisse juge de l'opportunité de le faire, mais disons que d'un point de vue général, ça ne paraît pas absurde de penser que l'employeur puisse vérifier l'espace de télétravail, évidemment pas d'une manière inopinée en se pointant au domicile de l'employé, mais éventuellement par le biais d'un rendez-vous convenu, voire des photos, parce que l'employeur a le devoir, par l'OLT 3,
de veiller à ce que les travailleurs observent les mesures de protection de la santé qui ont été indiquées par l'entreprise. Du coup, une des manières de s'en assurer pourrait être celle de vérifier l'espace de télétravail. Ça, c'est pour le côté juridique. Disons que pour la question opportunité, je laisserai peut-être Madame Lemley s'exprimer sur ces sujets juste après. Voilà, j'arrive au bout de ma présentation. Juste pour votre information, ou si vous cherchez de la documentation supplémentaire, il existe un modèle de convention de télétravail qui a été élaboré par des juristes de différentes associations patronales liées à l'UPS. Ce modèle, il est notamment disponible dans l'espace MyCCI pour les membres de la CVCI, et il est un modèle qui est évidemment adaptable à chaque entreprise, qui est plutôt utilisable dans des situations de télétravail convenues. Mais voilà, il y a un canevas que vous pouvez aussi suivre si vous souhaitez éditer des directives. Le deuxième lien, j'en ai déjà parlé, c'est une publication du SECO sur le télétravail qui est intéressante. Et puis, si vous avez vraiment envie d'approfondir la question d'un point de vue juridique, il y a un bel avis de droit de 84 pages, le troisième lien, qui s'appelle « Conséquences juridiques du télétravail ». Je déconseille cette lecture aux non-juristes, mais si vous avez vraiment envie, c'est très intéressant à part ça, parce que vous pouvez vérifier vous-même que les questions liées aux frais notamment sont loin d'être claires, et puis parfois vous pouvez vous forger votre avis sur ce que vous lisez dans les journaux, n'est pas forcément tout le temps aussi clair qu'il paraît. Voilà, je reste évidemment à disposition après pour la partie questions-réponses. Alors je passe la parole à Madame Lemley, donc responsable RH chez Tetra Pak, pour la partie mise en pratique. Juste un petit coup de pub, CVCI, désolé, j'avais oublié. Cette slide, vous la voyez à chaque présentation, et sachez juste qu'on a rajouté une petite phrase en haut. La permanence juridique est dès maintenant ouverte également aux non-membres, à des conditions évidemment payantes, pas très chères. Donc, vous pouvez vérifier ça sur le site de la CVCI. Si jamais vous n'êtes pas membre, n'hésitez pas à parcourir notre site Internet. Et voilà, maintenant j'ai vraiment fini. Donc, du coup, je passe la parole à Karine. Merci beaucoup et puis à tout à l'heure. Très bien. J'espère que tout le monde m'entend. Parfait. Très bien. Donc, effectivement, je suis très heureuse de participer à ce webinaire aujourd'hui pour vous apporter quelques aspects pratiques de ce qui est mis en place chez Tetra Pak, société où je travaille actuellement. Les aspects pratiques, c'était surtout de vous parler un petit peu de ce qui a été réfléchi, d'où venait un petit peu le concept, et de partager aussi avec vous comment est-ce que l'on met en place, comment est-ce que l'on gère, je dirais, situation Covid ou situation non Covid, le télétravail. Tout d'abord, je me suis penchée un petit peu sur la définition, non pas de ce que signifie le télétravail à proprement dit, mais plutôt de se dire, mais le lieu, parce qu'effectivement, ce qui est intéressant et important de savoir, c'est que le télétravail n'est pas toujours effectué forcément que de la maison. Alors, de certaines sociétés peuvent convenir d'autres endroits. Nous avions, pour une société en Suisse alémanique, donné la possibilité de travailler dans des espaces partagés, étant donné que certains collaborateurs travaillaient à une distance assez grande de leur lieu de travail. Ce qui est important, vraiment, c'est je parlerai tout à l'heure de la convention, mais c'est vraiment de demander à l'employé néanmoins de confirmer quel est l'endroit duquel il travaille de manière principale, duquel il effectue son travail.
Au niveau des attentes, alors c'est vrai que voilà, ça coule de source, mais il faut que ça ne nuise pas au bon déroulement de l'activité. Ce qui signifie, c'est qu'on demande vraiment à chaque employé d'avoir toutes les mesures en place pour que, par exemple, la garde d'enfants soit assurée, qu'il n'y ait pas de dérangement dans l'exécution du travail. Ce n'est pas une facilité pour faire des arrangements privés, je dirais. Et puis la question pour qui? Alors c'est vrai que on a souvent tendance à vouloir donner cet accès à tout le monde, ce qui est bien, mais il faut pas oublier que certaines personnalités peuvent aussi éprouver des difficultés à travailler de la maison. Et on a eu quand même passablement d'employés qui, durant cette période de Covid où on travaillait de manière permanente, ont souffert de solitude, n'ont pas trouvé vraiment cet équilibre non plus entre maison et travail. Et donc, c'est la raison pour laquelle, de notre point de vue, et je pense que vous le conviendrez, il ne peut pas être généralisé à tout le monde et à toutes les fonctions. Si je passe un petit peu sur comment est-ce qu'on en est venu au télétravail chez Tetra Pak, c'est vrai que j'y travaille depuis plus de 13 ans. Ça existait déjà à ce moment-là, lorsque j'ai rejoint l'entreprise. Et il faut dire que c'est vrai, au tout début, ce n'était pas tellement démocratisé. J'entendais même certains responsables dire ah, chez nous, ce n'est pas possible. Non seulement d'un point de vue tâche, mais aussi d'un point de vue flexibilité. Et nous, dans nos objectifs, comme je pense la plupart d'entreprises, on travaille beaucoup sur ce programme de flexibilité qui comprend non seulement le travail de la maison, mais qui comprend aussi des partages de postes, de temps partiels, de retraite anticipée, etc. Et donc, dans ce programme de flexibilité est aussi incorporé le télétravail. Ensuite, répondre à la demande croissante, oui, parce que c'est vrai que de plus en plus, on a le trafic est engorgé, on a beaucoup d'impératifs, on a la demande, c'est quand même accentué. Et si on pense aux générations futures, alors c'est vrai que la génération Y recherche cette flexibilité, mais avant tout le sens au travail. Et c'est vrai que plutôt qu'une rémunération, eh bien, ils sont plutôt à la recherche de certaines flexibilités de leur part et de la part de l'employeur. Donc, à ce niveau-là, c'est vrai que pour attirer les talents aussi, il faut se montrer flexible. Ça montre aussi notamment une certaine dynamique de l'entreprise et c'est vrai que voilà, ça maintient notre réputation. Ensuite, je souhaitais mentionner juste quelques points importants parce qu'il est vrai que quand on commence un programme de télétravail, la première étape, j'aurais envie de dire, c'est non pas de convaincre les employés, mais de convaincre les managers. On peut se trouver face à des situations où les managers ne sont pas tellement favorables au télétravail. Pourquoi? Et c'est un petit peu le dernier point de ces quatre points clés. C'est un manque de confiance, j'ai envie de dire, et donc de lâcher prise quelque part. Alors, c'est vrai qu'un petit conseil à vous donner, vraiment de convaincre les managers que ça fonctionne. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en situation de Covid, il n'y a plus besoin de convaincre puisque finalement, on n'a pas eu le choix finalement. Mais j'ai envie de dire, convaincre les managers, peut-être avoir certains, comme on appelle des ambassadeurs, des porteurs de messages pour prouver en fait que ça fonctionne bien. Organiser le travail différemment, oui, parce qu'il se peut que certaines tâches ne puissent pas être faites de la maison, encore que avec probablement les systèmes que nous avons aujourd'hui, j'aurais envie de dire que le travail, il peut se faire un peu de partout. Bien sûr, peut-être pas forcément dans toutes les fonctions, mais organiser le travail différemment, c'est aussi de se dire, voilà, si on a dans une équipe sur 5 personnes, 4 personnes qui travaillent
de la maison, eh ben, c'est de savoir à quel moment est-ce que on est quand même tous ensemble pour discuter de projets, etc. Et voilà, de l'organiser un peu de manière un peu plus organisée, planifiée, j'ai envie de dire, que plutôt un peu dernière minute. Et puis, un point qui me semble important aussi, c'est de promouvoir cette équité, de donner la chance à tout le monde finalement, et de faire un peu des tests, j'aurais envie de dire. Parce que c'est vrai que souvent, on entend des gens qui ont un petit peu ce sentiment, entre guillemets, d'injustice de ne pas pouvoir faire le travail de la maison. Au niveau des aspects pratiques, et là, je vous parlerai plutôt de tout ce qui se passe en situation hors Covid. Alors, c'est vrai que, comme disait Diego tout à l'heure, en tout cas chez Tetra Pak, nous ne sommes pas dans une situation où on n'a pas assez de bureaux pour nos employés qui font qu'on exigerait de nos employés de travailler un certain pourcentage de la maison. Néanmoins, c'est vrai que nous avons mis en place un système de bureaux non attribués, il n'y a plus de place fixe de travail. Donc, on a aussi déjà un petit peu habitué à changer et à ne pas avoir son petit bureau réservé, j'ai envie de dire. Mais tout ça pour dire que pratiquement, ben voilà, c'est une demande de l'employé, c'est pas une demande de l'employeur, ça commence par là. C'est une discussion qui est prise entre l'employé et son manager, et finalement avec une signature des ressources humaines pour s'assurer que, voilà, que tout est bien pensé et bien listé. Ensuite, j'ai mis un petit peu en italique définir les tâches, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, parce qu'avec cette situation actuelle, ben, je pense qu'on a tous, peut-être dans l'urgence aussi, on s'est tous organisés un petit peu de manière différente, à avoir plus de documents scannés plutôt que d'avoir des documents papier. Et finalement, on se rend compte que on a accès à beaucoup de choses en télétravail, quasiment tout, je dirais, et c'est plus vraiment une entrave à pouvoir effectuer du travail à distance. Un petit conseil aussi, d'instaurer une certaine cadence. Typiquement, chez Tetra Pak, on est à 1 jour par semaine, 20% de notre taux d'activité, mais on discute aussi de pouvoir élargir un petit peu ce pourcentage. Instaurer cette cadence aussi pour l'organisation du département, pour s'assurer que voilà, on soit quand même, le groupe l'équipe soit quand même ensemble un minimum. Et puis, chaque personne qui désire de travailler de manière récurrente de la maison ou en télétravail doit signer un accord qui est signé entre les deux parties, qui est revu tous les ans. Et voilà, un élément important aussi, on peut l'interrompre à tout moment. On peut demander à un employé qu'il se rende au travail à 100%, peut-être pour une certaine période ou indéfiniment. Ça, c'est un élément qui est quand même très, très important. Ça ne doit pas être une négociation ou pouvoir dire, voilà, je ne retourne pas au travail. J'avais envie d'aborder quelques aspects pratiques par rapport à l'horaire de travail. Alors, peut-être que ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises, mais néanmoins, nous avons, il y a 2 ans environ, mis en place un système d'enregistrement des heures. Et c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu, voilà, c'est un petit peu lourd, on doit enregistrer ses heures, on n'a pas trop envie de le faire, mais au final, on se rend compte que on est gagnant dans beaucoup de situations. On a une plateforme à travers notre site intranet qui nous permet d'accéder à un module d'enregistrement des heures. Et on n'a pas de restriction qui dit, parce que je l'ai entendu auprès de certaines entreprises, vous ne pouvez pas enregistrer plus que 8 heures par jour ou selon votre horaire de travail. Non, chez nous, on a vraiment envie d'avoir les heures effectives, elles peuvent être en plus ou en moins. On a désiré maintenir les horaires bloqués. Certaines entreprises, voilà, sont complètement des plages d'horaires complètement étendues. Nous avons décidé de plutôt les avoir bloqués pour s'assurer aussi qu'on n'ait pas des employés qui travaillent à 22h, 23h le soir, non. Et qui rejoint le point en dessous, particulièrement au vu
du week-end, des heures tardives, travail de nuit, etc. Là, en fait, on apporte une attention vraiment particulière à cet enregistrement des heures pratiquées le soir et le week-end. En lien avec le respect de la santé du collaborateur, comme le disait tout à l'heure Diego, mental et physique. Alors, on a organisé pas simplement de petits webinaires sur le bien-être durant cette situation de Covid, notamment sur par exemple, le corps, de bouger. Parce que c'est vrai, quand on est tout le temps en télétravail, on peut peut-être avoir des maux de dos à certains moments. On a aussi organisé des webinaires pour les managers, peut-être sur bien dormir, etc. Et puis, on a aussi tout un programme de formation sur la santé mentale pour nos employés et nos managers que nous donnons en interne. Et donc, ça, c'est vraiment un aspect qui est très, très, très important chez Tetra Pak. Au niveau du matériel, je vais passer un petit peu rapidement. Alors, c'est vrai qu'on met à disposition un ordinateur à tout employé, un téléphone mobile si besoin. Et c'est vrai qu'au niveau de la connectivité, peut-être certains utilisent aussi ces outils-là. En fait, on peut communiquer sans frais de manière tout à fait normale, faire des appels, des chats, partager des documents à travers les outils que l'on a. Et ça, c'est vraiment un élément très, très essentiel pour que le télétravail fonctionne bien. J'ai mis un dernier point, soutien financier. Alors, comme on n'a jamais octroyé de soutien jusqu'à la situation Covid. Pourquoi? Parce que la situation s'est prolongée et en lien avec le respect de la santé des collaborateurs, on a voulu donner un petit apport, un petit soutien financier pour l'achat de matériel de bureau, notamment une chaise, un rehausseur d'écran et un clavier, mais limité à un certain montant. Ça a été très apprécié et c'est le seul soutien financier que l'on va apporter, puisque finalement, c'est une demande, le télétravail en général, du collaborateur, hors Covid. Et pour terminer sur quelques aspects pratiques, alors évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport à la confidentialité des données, on demande dans la mesure du possible que l'espace réservé au travail soit un espace, si possible, séparé ou du moins tranquille. Pour le respect de la confidentialité, pour les appels et les réunions, etc. On se réfère à nos règlements internes quand on parle de la convention, je l'ai mentionné plus bas, de home office. C'est vraiment une annexe au contrat de travail. On y fait référence aux clauses de confidentialité, aux clauses de traitement des documents, etc. C'est vraiment pas un document isolé, ça fait partie intégrante du travail. Et en référence à tous nos règlements internes, eh bien, effectivement, dans cette convention, on apporte de nouveau, on fait vraiment le lien sur tous ces différents sujets, notamment la sécurité informatique, la santé et sécurité au travail, la gestion des données et le code de conduite qui est finalement un code, comme son nom l'indique, un code de conduite par rapport à certains sujets abordés chez Tetra Pak, mais comment est-ce que l'employé doit en fait se conduire vis-à-vis de l'entreprise. Je passe, c'est donc mon dernier slide. Ce que je voulais juste ouvrir peut-être la discussion finalement, c'est aussi le moyen d'échanger. Et j'aurais aimé savoir si quelqu'un voulait bien prendre la parole, s'il voulait partager en fait quelques mots de sa pratique de télétravail dans son entreprise. Donc, j'ouvre volontiers la parole si quelqu'un veut nous partager un petit peu. Je vous remercie. Je vois que Floriane. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Très, très contente d'assister à ce webinaire et d'entendre toutes ces informations au sujet du télétravail.
Une expérience qui est forcée, hein, parce que la situation Covid nous amène à maintenir nos gens en fonction, mais on travaille depuis leur domicile. Personnellement, je trouve que l'expérience est très intéressante parce qu'on se rend compte effectivement, comme vous l'avez mentionné, qu'avec les moyens technologiques d'aujourd'hui, le 95% du travail peut être effectué depuis le domicile. Le personnel reste en contact, soit par email, soit par téléphone. L'exécution des tâches s'effectue de la manière comment dirais-je, aussi efficace que sur site. La direction a toutefois souhaité une présence physique sur site, mais réduite au minimum, c'est-à-dire une position managériale et une position service à la clientèle. Que vous dire? De la part des employés, j'ai des commentaires. Bon, je travaille dans les RH. Hein. De la part des employés, je reçois des commentaires très positifs sur l'expérience, bien sûr. Gain de temps par rapport au déplacement du domicile au lieu de travail. Moins de stress aussi. On travaille dans un milieu beaucoup plus, comment dirais-je, entre guillemets, serein. C'est-à-dire il y a moins d'animation, il y a moins de bruit, on est moins souvent interrompu dans notre travail. Donc vraiment du côté employé, un feedback très, très positif. Et je m'attends à avoir des demandes après Covid pour pouvoir travailler un jour au minimum par semaine à domicile. Et là va rentrer la négociation avec le management parce que je pense qu'on n'est pas tout à fait en phase sur les pour et les contre du télétravail. Donc voilà, l'aspect négociation, on va laisser passer la situation Covid. Lorsque la situation sanitaire sera revenue, nous l'espérons, à la normale, voilà, je m'attends à des demandes du personnel et je ne sais pas encore comment je vais pouvoir les gérer. Si ce n'est d'entrer en discussion avec les différentes parties intéressées. Vous pourriez peut-être oui. Vous pourriez peut-être interroger quelques managers justement comme un petit peu des porteurs de messages qui finalement vous aident à démontrer les aspects positifs du télétravail et peut-être quelques employés, qu'est-ce qu'on peut en retirer pour convaincre vos managers, votre management. Absolument. Et puis, il y a aussi une chose intéressante, c'est que nous sommes une société américaine et donc les États-Unis sont forcés de faire du télétravail vu la situation Covid outre-Atlantique. Et auparavant, je les sentais très réfractaires par rapport au télétravail. Mais bon, maintenant, j'entends aussi des commentaires un petit peu, comment dirais-je, oui, quand même assez favorables. Alors, c'est tout ça de gagner parce que si la maison mère se présente favorablement pour une solution de télétravail, cela va aider aussi pour les autres sites en cas de demande. À voir, c'est le futur qui nous le dira en fait. Mais le Covid est un mal pour un bien quelque part parce que sur le plan de l'activité professionnelle, c'est quand même une petite révolution. Mais il est triste voilà, de devoir faire face à une crise sanitaire pour en arriver là. Absolument. Voilà, c'est ce que je souhaitais partager avec vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je vois qu'il y a d'autres... Oui, on a un petit peu de temps encore pour partager. Normalement, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, très bien. Normalement, le temps a écoulé parce qu'on voulait faire jusqu'à 11h45. Et donc, je propose pour les personnes qui sont intéressées de rester en ligne et de poser encore les questions, de discuter avec tous les intervenantes, tandis que pour les personnes qui souhaitent partir dans la pause, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Et je tiens à vous poser encore 2 questions pour notre évaluation avec le but de nous améliorer, d'améliorer notre offre pour vous. Juste 2 petites questions. Et pendant que vous les remplissez, j'aimerais remercier pas seulement Diego et Karine pour avoir partagé leur know-how et leur expérience avec nous, aussi les organisations partenaires de cette série de webinaires qui sont avec la Chambre vaudoise de commerce et l'industrie, aussi la SUVA, l'Union patronale suisse et l'Unisanté. Un grand merci aussi à Corinne Thirion de Master Concept pour l'appui technique et naturellement à vous tous et toutes d'avoir participé à ce webinaire.
Donc, je vous souhaite un bel après-midi. Nous allons terminer avec 4 minutes de retard ce webinaire, mais les intervenants restent en ligne pour continuer la discussion pour les personnes qui souhaitent vraiment rester encore avec nous. Pour les autres, un bon appétit. Au revoir. Oui, je disais, j'ai vu Madame Barblan lever la main. Oui. Quelqu'un? Corinne, si tu peux donner la main. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour. Moi, j'avais juste envie de partager aussi l'expérience par rapport à ce que Karine de chez Tetra Pak disait. Nous, en fait, on a aussi dû être forcés de faire du télétravail par la situation Covid, évidemment. Nous, c'est clairement le management qui est réfractaire à ce télétravail. Moi, j'ai toujours essayé de le pousser un petit peu, alors ça se fait actuellement. Par contre, on est un site de production et puis on a toujours eu des gens qui étaient présents à 100% pour produire durant cette crise Covid. C'est toujours le cas actuellement, alors que d'autres sont en télétravail. Et puis, je trouvais que c'était très important de dire le télétravail, c'est bien, c'est en effet une bonne chose, ça donne un bon équilibre entre la vie privée et puis la vie professionnelle. Par contre, il faut quand même pas se leurrer, le télétravail. Moi, je l'ai ressenti d'une manière où on a perdu de l'engagement des employés et puis c'est quand même une période, alors je pense que c'est aussi dû à la période de Covid évidemment, mais je trouve qu'il y a un désengagement parfois des employés dû à ce télétravail et puis qui deviennent finalement, ce télétravail devient finalement quelque chose de dû, alors que ce n'est pas du tout le cas puisque ça nous est imposé actuellement. Donc je pense que pour des entreprises comme la nôtre où on a été forcé de le faire et puis finalement on veut l'intégrer, c'est très important qu'on puisse mettre quelque chose en place comme vous le disiez Karine, un règlement où les choses sont claires et puis détaillées dedans. Je pense que c'est très important en effet. Et puis, merci pour votre présentation et puis les petites astuces d'aspect pratique surtout, parce que c'est ce qui nous manque, nous, en tant qu'RH, quand on veut mettre quelque chose en place. Merci à vous d'avoir partagé votre expérience. Je me permettrai juste, si vous êtes d'accord, j'ai vu 2-3 questions qui sont passées, plutôt juridiques, juste de répondre à 2-3 de ces questions. J'ai vu que quelqu'un pose la question de savoir s'il n'y a pas un montant de frais forfaitaires qui serait admissible pour l'autorité fiscale ou la caisse AVS. Alors, c'est ce que je pensais, mais encore une fois, j'ai une discussion avec quelqu'un à l'administration cantonale des impôts qui m'a dit que, en tout cas, l'autorité cantonale vaudoise n'aime pas les forfaits. Ils n'aiment pas du tout. Donc, si pour eux, il n'y a pas quelque chose derrière, pour eux, ce n'est pas des frais. Donc, vous pouvez désigner ça. Soit vous entrez en discussion avec, vous présentez comme vous faites dans le règlement de remboursement des frais. Dans d'autres circonstances, vous pouvez leur soumettre votre règlement et voir si pour eux, ça passe ou pas. Mais sachez que le principe, c'est que s'il n'y a pas de frais effectifs derrière, ce sera vu comme un revenu. Donc, même si c'est un petit montant, c'est la réponse que j'ai eue en tout cas par cette personne il y a quelques semaines. Et puis, pour la caisse AVS, c'est la même chose. Il faut vraiment appeler sa caisse AVS, leur présenter le contexte et voir s'ils sont prêts à entrer en matière sur un montant forfaitaire qui ne serait pas vu comme un salaire AVS. Mais c'est vraiment directement avec les autorités qu'il faut négocier. Puis, j'ai vu une autre question qui concerne la question de savoir si l'employeur peut renoncer à prendre en charge tout frais si c'est le choix de l'employé de faire du télétravail. Alors, j'étais un peu peut-être rapide sur la question. Selon certains auteurs, c'est une position qui est défendable, celle de dire à partir du moment où le télétravail, c'est un choix et que l'employé peut aller au bureau, les frais qui sont engagés ne sont pas nécessaires. Ils ne sont pas nécessaires à l'exécution du travail. Donc,
il y a une possibilité, selon certains, de renoncer à la prise en charge de ces frais parce qu'ils ne sont pas nécessaires. C'est ça la raison. Par contre, voilà, encore une fois, si vous avez l'occasion de lire cet avis de droit, ce n'est pas une position qui est figée parce qu'il y a d'autres personnes qui estiment que finalement, l'employé ne choisit pas tout seul de faire du télétravail. Il choisit et l'employeur, il est d'accord. Donc, à partir du moment où il y a un accord, selon certains, ben, les frais qui sont engagés derrière, ils deviennent nécessaires. Donc, disons que les deux visions sont défendables. Il n'y a rien de tranché aujourd'hui. Donc, d'où l'intérêt de prévoir quelque chose en amont, soit pour éviter de frustration ou pour éviter de litige. Mais disons que c'est plutôt, pour nous, c'est défendable. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Karine, il me semble, dans un système encore majoritaire aujourd'hui où l'employé dispose de sa place, qui demande de faire du télétravail, ça me paraît défendable de dire que l'employeur ne prend pas en charge les surcoûts. Sachez que ça pourrait être mis en cause un jour. Voilà, ça c'est pour la question liée aux frais. Et puis j'ai vu que quelqu'un pose la question de savoir si on est au courant d'une éventuelle prolongation de l'assouplissement des règles du télétravail pour les frontaliers. Alors à ce jour, nous n'avons pas d'informations à ce sujet. Mais par contre, on imagine que tant que la situation restera plus ou moins comme ça, voire des vagues qui montent et descendent, il est probable que les États s'accorderont pour ne pas revenir tout de suite au système standard. Donc, on pense que jusqu'au printemps, ça devrait être bon d'employer des frontaliers plus que 24,9% en télétravail. Mais ça, c'est juste une idée, parce que nous ne savons pas encore. Voilà, il me semble que j'ai répondu aux 3 questions que j'ai pu identifier. Il y avait encore quelques questions. Par exemple, est-ce que l'employeur est tenu de payer les frais nécessaires à l'exécution du télétravail et fournir des outils de travail si c'est le choix de l'employé de faire du télétravail, alors que l'employé dispose d'une place de travail en entreprise? Et puis, une autre question, quels sont les droits de l'employé si un collaborateur se retrouve plusieurs fois en quarantaine et qu'il n'est pas possible de lui fournir du travail à 100% en télétravail? Alors, s'il est en quarantaine et qu'il ne peut pas faire du télétravail, aujourd'hui, il peut toucher des APG, l'employé. Donc, c'est ça la solution. Mais avec la caisse, il faut mettre en avant que, parce que les caisses AVS, en principe, ils ne versent pas d'APG si le télétravail est possible. Et s'il n'y a pas si le télétravail n'est pas possible à 100%, soit il y a l'APG. Et si c'est une question de manque de travail, c'est une situation de probable RHT si on arrive au seuil de 10%. Je réfléchis à haute voix, s'il y a d'autres solutions. Si ce n'est pas toujours, s'il n'y a pas d'APG ni RHT, il me semble que la quarantaine, c'est tout de même une incapacité de travail non fautive. Du coup, l'employeur doit le salaire dans la limite de l'échelle bernoise. Mais il faut passer par palier. Pardon, Isabelle, excuse-moi. Oui. Je voulais passer à une autre question. Oui. Peut-être on peut aussi justement te contacter au service juridique pour approfondir certaines questions. Nous avons parlé des frontaliers, donc plutôt avec des collaborateurs, collaboratrices en Europe, mais qu'est-ce que se passe si un employé, par exemple australien, aimerait travailler depuis son pays, l'Australie, pendant, disons, 6 mois? Légalement, c'est possible. C'est aussi une question, juste pour sortir un peu de l'Europe. Oui, alors disons que ces circonstances d'une manière très surprenante, et il a très peu de lien avec le droit suisse, en fait. La personne ne travaille pas en Suisse, donc elle n'a pas besoin d'un permis, elle ne doit pas être affiliée à l'AVS, et puis elle ne doit pas payer ses impôts ici. Donc en gros, l'entreprise doit se renseigner sur ce qu'elle doit faire pour l'employer en Australie. C'est vraiment une situation qui concerne le droit australien. Donc, il faut voir si la personne
comment est-ce qu'on doit faire pour employer quelqu'un sur place, qu'est-ce qu'il faut payer comme charge sociale, comment il faut s'annoncer. C'est vraiment quelque chose qui sort finalement du cadre, ce qui pourrait paraître problématique et ça posera peut-être des problèmes dans un futur pas si lointain, mais à ce jour, il y a rien à faire en Suisse. Merci beaucoup, Diego. Je t'en prie. Là, il est midi. Je pense que même s'il y a encore beaucoup de personnes qui sont connectées avec nous, c'est quand même le temps de terminer. On pourrait effectivement discuter très longtemps sur ces thématiques avec toutes les différentes interprétations possibles de la loi. J'aimerais remercier encore une fois Karine et Diego. Merci beaucoup pour avoir partagé votre expérience ainsi que votre know-how. Et à tout le monde, encore un bel après-midi. Et on vous dit au revoir à la prochaine fois, mardi prochain, sur les thématiques de l'ergonomie et des solutions informatiques lors du télétravail. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Merci.